Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Luc Bisaillon, MBA, premier directeur général du groupe des clients corporatifs chez RBC. À titre de président du conseil d'administration de l'Association des MBA du Québec, je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire de notre association. Pour ceux qui connaissent moins notre association, la mission est le rayonnement du titre MBA en mettant en valeur des conférenciers MBA lors de nos activités et de tisser des liens avec les entreprises et les universités. Sans grande surprise, notre saison d'événements en personne est suspendue due à la situation actuelle. Nous nous sommes donc tournés vers des événements virtuels et je tiens spécialement à remercier le comité de Québec ainsi que son leader Roxane Lessard d'avoir pris l'initiative d'organiser cette activité aujourd'hui. Alors, Roxane, je te passe la parole. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. En fait, Roxane Lessard, je suis directrice générale chez Caswell et je m'occupe également là, de l'AMBAC du comité de Québec. Donc, je vais être la modératrice aujourd'hui pour ce qui est de la conférence. Puis, je voudrais commencer d'abord par vous remercier tout le monde. Vous remercier en fait de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous développer puis en apprendre davantage. Fait que ce soit comme un sujet aujourd'hui sur le leadership. Puis ça me permet peut-être d'ajouter un peu à qu'est-ce qui est la mission de l'AMBAC, en fait. Puis oui, l'AMBAC, c'est là pour faire rayonner le titre des MBA, mais c'est également pour permettre à tous les gens de prendre un temps de recul, en fait, puis de penser à soi. Puis de rencontrer des gens de qualité à travers un réseau de qualité, puis également d'apprendre et d'évoluer à travers les événements que l'AMBAC organise. J'aimerais aussi souligner en fait les efforts des gens du comité de Québec qui ont mis du temps pour organiser ce premier webinaire-là, mais également tous les autres événements qui sont faits au courant de l'année. Donc, je tiens à remercier Virginie Larochelle, qui est chez Desjardins Assurance, Gabrielle Angéli, qui est chez Vidéotron Affaires, Pierre Goulet, qui est chez Managium, et Benjamin Blanchette, qui est chez Eberle Américain. Je tiens également à vous mentionner que tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'association des MBA, vous allez avoir un 20 de rabais sur le prix d'adhésion qui va vous être envoyé là, par courriel à la suite du webinaire. Donc, soyez alerte de vos courriels là, pour pouvoir en bénéficier. Sinon, pour ce qui est du déroulement de la conférence aujourd'hui, on s'entend que ça va être environ un 30 à 40 minutes maximum là, de conférence. Par la suite, il va y avoir une période de questions. Donc, vous allez avoir l'option le Q&A ou QR, dépendamment si c'est en français ou en anglais, dans le bas de votre écran pour poser des questions. Donc, je vous invite à les poser tout au long du webinaire. Puis par la suite, on va en sélectionner là, donc, que Christophe, notre conférencier, là, pourra répondre par la suite. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre conférencier, M. Christophe Roux-Dufort, professeur titulaire en management là, à la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Puis, je pense qu'à travers cette belle conférence, vous allez être amené à réfléchir individuellement sur la façon dont vous exercez votre leadership et ça va un peu dicter, en fait, la façon dont vous allez gérer les organisations aujourd'hui, mais également demain et suite à la crise. Donc, sans plus tarder, Christophe, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Roxane. Merci, Luc. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre association et puis d'inaugurer apparemment le premier webinaire du genre en ce qui concerne donc la gestion des crises. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement de savoir ce que l'on peut faire de la période que nous sommes en train de vivre en ce moment et bien sûr, ce que l'on pourra faire après cette période, parce que je crois que maintenant, c'est ce qui est le plus important. Quelques mots de présentation complémentaires pour me situer. Donc, je suis effectivement professeur de management à la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Je suis depuis maintenant 30 ans spécialiste de la gestion de crise dans les organisations et depuis 25 ans consultant également auprès d'organisations. Je suis intervenu sur plusieurs dizaines de terrains de crise allant de la catastrophe aérienne au scandale politique, scandale médiatique, produits défectueux, conflits sociaux. Donc j'ai une bonne connaissance de cette thématique et je suis intervenu sur plusieurs terrains de ce point de vue-là. Je suis également le fondateur d'un art martial qui s'appelle la voix des mains
et qui permet aux pratiquants, c'est une discipline assez rigoureuse qui permet aussi aux pratiquants de pratiquer ce qu'on appelle le désarmement intérieur, c'est-à-dire le désamorçage d'un certain nombre de tensions qui nous met en conflit avec des éléments extérieurs. Et c'est un peu à la croisée de ces trois trajectoires que je vais vous parler aujourd'hui, de ce que l'on peut, j'allais dire, tirer ou apprendre de cette crise. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai appelé la conférence, se dépasser pour initier le changement, 4 scénarios de sortie de crise pour les organisations. Ce qui est important de comprendre, et je vais présenter trois choses différentes aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'est une crise, parce que c'est souvent un concept que l'on appréhende mal, tout simplement parce qu'on le met un peu à toutes les sauces, et que par exemple en ce moment, on confond le confinement et la crise. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on va sortir du confinement, c'est la fin de la crise, alors qu'en fait, je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est quand on va sortir du confinement que la crise commence, même si bien entendu, elle a déjà commencé au niveau des économies. Mais je vais vous parler un peu de la crise pour vous faire un peu comprendre ce dont il s'agit et surtout ce dont on parle quand on parle de crise. Ce dont je vais vous parler également, c'est comment une crise est un facteur pas obligatoire, mais est une opportunité de changement. Mais ça ne reste qu'une opportunité. Et si vous évoluez, comme la plupart d'entre vous, certainement dans le milieu des affaires, eh bien, vous savez qu'une opportunité ne peut rester qu'une opportunité si on ne la saisit pas. Et je vais un petit peu essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut saisir cette opportunité. Et puis enfin, dernier point, je dessinerai effectivement 4 scénarios. Alors peut-être que le mot scénario n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où scénario veut dire que ce sont des alternatives. Et ici, je vais plutôt vous parler de 4 trajectoires que l'on retrouvera à la sortie de la crise et qui positionnent, je pense, les dirigeants, les gestionnaires et les leaders à différents endroits en fonction de ce qu'ils vont pouvoir faire et bâtir à partir de cette crise-là. Et puis, je terminerai sur un outil qui est sur une initiative que je suis en train de prendre, si j'ai le temps, et un outil qui justement permet de décliner jusqu'au bout les réflexions que je vais pouvoir développer dans ce séminaire. Alors, la première chose, voilà. Première chose, messieurs, dames, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une crise, eh bien, c'est à la fois une promesse et un dépassement. C'est une promesse parce que dans toute crise, et celle-ci n'est pas unique en son genre de ce point de vue-là, elle est unique dans son genre pour d'autres raisons, mais dans toute crise, il y a toujours quelque chose qui se lève, et on peut le voir aujourd'hui d'ailleurs dans tout ce qui circule dans les médias. Il y a une espèce d'aspiration qui se lève sur des changements possibles. Autrement dit, c'est une situation qui fait tellement mal à plein d'endroits différents que finalement on se dit, si ça fait aussi mal, ça ne doit pas être pour rien, et que quelque chose, à la fin, à la sortie, doit pouvoir évoluer, doit pouvoir changer. Alors c'est vrai, une crise, c'est là où c'est une opportunité, c'est toujours une opportunité de transformation, de changement, et on voit bien assez rapidement comment aujourd'hui, eh bien, on racole assez facilement des dossiers un peu chauds de l'évolution de nos sociétés, que ce soit le dossier climatique, que ce soit le dossier de l'économie, en disant, en fait, cette pandémie, c'est l'occasion ou jamais de faire avancer ces dossiers, de renouveler notre pensée et finalement de faire évoluer des choses là où avant, elles n'évoluaient pas suffisamment vite ou là où avant, elles n'évoluaient tout simplement pas. C'est vrai, une crise est une opportunité, c'est une promesse de changement. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est qu'une promesse et que pour tenir cette promesse ou pour saisir cette opportunité, il faut dépasser un certain nombre de limites dans lesquelles jusqu'alors nous nous sommes confinés. Et je choisis le mot à dessein. Car la question réelle qu'il faut se poser, c'est quand étions-nous confinés, avant ou maintenant? Parce qu'une crise précisément, tout d'un coup, révèle un certain nombre de limites à l'intérieur desquelles nous confinions notre développement, nous confinions notre réflexion, et c'est une promesse de dépassement de ces limites. Mais le prix à investir, j'allais dire, le coût d'investissement est dans le dépassement. C'est pour ça que j'ai intitulé ce webinaire
se dépasser pour initier le changement, parce qu'il n'y aura pas de changement si à la fois individuellement et collectivement, nous ne dépassons pas un certain nombre de limites qu'il faudra identifier par la suite ou dès maintenant. Alors, effectivement, c'est une promesse parce que tout devient possible et que les équilibres qui étaient, j'allais dire, qui prévalaient jusqu'alors sont en même temps des verrous. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'a pas le sentiment qu'on puisse aller au-delà de ces équilibres, parce que si on allait au-delà de ces équilibres, eh bien, on ne saurait pas exactement de quoi serait fait l'avenir. Une crise est faite précisément pour remettre en question ces équilibres. C'est un dépassement parce que nous participons à ces verrouillages d'équilibre, parce que d'une certaine façon, nous participons à l'inertie du monde et à l'inertie de nos organisations également. Alors, je voudrais terminer ces quelques généralités sur la crise en vous rappelant deux choses. D'une part, en vous rappelant une phrase que vous connaissez tous, qu'on voit très souvent affichée sur Facebook, sur les frigos et sur les endroits très familiers, qui consiste à dire que nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est une citation qui est très souvent attribuée à Gandhi sans que ça n'ait jamais été véritablement sourcé, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est finalement l'idée ici qui est véhiculée, et c'est donc l'idée que je vais véhiculer durant tout le reste de ce webinaire, c'est de dire que si changement il doit y avoir, il commence déjà par nous, par vous, gestionnaires, dirigeants, leaders, professionnels, individus. Il commence par vous parce que nous ne pourrons jamais véritablement entamer des changements significatifs et évolutifs dans nos organisations ou nos sociétés si nous ne l'incarnons pas d'emblée. Et il ne faut jamais oublier que si véritablement on aspire à ce changement, c'est que nous sommes aussi l'inertie du monde et que nous sommes les représentants de l'inertie de ce monde également. Et que c'est parce que nous en sommes les représentants que nous avons précisément les moyens de sentir à quel endroit cette inertie se situe et la dépasser par la suite. Ça sera à partir de maintenant l'ensemble de mon propos. Alors, pour bien comprendre, et je m'excuse auprès de ceux qui ont déjà assisté au webinaire, aux 3 webinaires que j'ai animés il y a déjà 6 semaines, c'est-à-dire au tout début du confinement, je vais rappeler 2-3 choses dont j'avais déjà parlé, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du nouveau par la suite. Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un avant la crise, il y a eu un avant la crise, il faut en parler au passé, il y aura un après la crise, il faut en parler au futur. Qu'est-ce qu'une crise véritablement? Une crise, c'est cette espèce de petite demi-sphère rouge ici que vous voyez. C'est-à-dire que c'est un événement qui va se situer à un moment particulier de l'évolution d'un système, d'une organisation, d'une société, ici du monde dans son intégralité. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une crise, c'est un point potentiel d'inflexion. Autrement dit, une crise, c'est l'opportunité précisément d'infléchir une évolution, d'infléchir une trajectoire. Ici, vous avez le scénario, j'en parlerai tout à l'heure, où en fait, il n'y a rien qui s'infléchit. C'est-à-dire qu'avant la crise, on était selon une trajectoire et on arrive après la crise, il n'y a aucun infléchissement. Sauf que ce que vous remarquez, c'est que s'il n'y a aucun infléchissement, on passe, j'allais dire, d'une évolution croissante à une évolution déclinante. C'est exactement ce que j'appelle ici la dérive. C'est-à-dire que si on ne fait rien de cette crise, à la fois d'un point de vue individuel et collectif, d'accord, nous allons continuer sur une trajectoire à peu près identique à celle que nous avons empruntée jusqu'avant et nous risquons, à mon sens, de dériver de plus en plus, jusqu'à ce que les déséquilibres qui nous sont aujourd'hui proposés de corriger ou de réinventer, d'accord, soient suffisamment béants pour nous faire, à mon sens, tomber dans des trous qui seront un peu plus dramatiques que ce que nous vivons maintenant. Et je ne minimise surtout pas ce que nous vivons maintenant. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que justement, une crise est un point d'inflexion. Cette pandémie est un point potentiel d'inflexion qui pourrait nous faire évoluer autrement que simplement garder cette trajectoire qui pourrait, à un moment ou à un autre, si ce n'est pas déjà le cas, dériver. Ici, il s'agit de voir la crise comme une inflexion possible, c'est-à-dire comme un changement possible. Vous savez qu'en mathématiques, pour ceux qui sont mathématiciens, eh bien, un point d'inflexion dans une fonction, c'est la dérivée seconde de la fonction. C'est lorsque tout d'un coup, la fonction change de signe. Change de signe, c'est-à-dire passe du plus au moins ou du moins au plus. Ça veut dire change de monde d'une certaine façon. Change d'univers, change de façon de penser. On pensait moins, on se met à penser plus. On pensait plus, on se met à penser moins.
Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Et que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est effectivement de prendre cette dérivée. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre rester comme ça ou prendre cette dérivée? Eh bien, ce qui fait la différence, c'est le sens. C'est donc le sens que l'on va donner à cette situation que nous vivons tous. C'est le sens que chacun va pouvoir donner individuellement à cette situation, c'est-à-dire comment est-ce que, individuellement, en tant qu'individu, nous sommes interpellés par ce qui est en train de se passer. Et chacun, évidemment, aura des interpellations différentes. Depuis maintenant 4-5 semaines que j'ai lancé ces webinaires, j'ai lancé un certain nombre de groupes de dirigeants, de gestionnaires qui commencent effectivement à réfléchir à la saisie de cette opportunité et à saisir le sens déjà pour eux-mêmes de ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle, messieurs, dames, que c'est une crise dans laquelle il y a des enjeux de vie et de mort. Il y a des gens qui meurent et pas un peu. Donc, quand même, première interpellation, pourquoi meurent-ils? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont attrapé la Covid-19. Mais pourquoi meurent-ils? Sinon pour que quelque part, nous soyons, nous, survivants, vivants, en position peut-être de rechoisir nos vies de façon un peu différente, de rechoisir la vie de nos organisations de façon un peu différente, de rechoisir la vie en société de façon un peu différente. Alors, vers quoi ça nous amène ce changement-là, cette dérivée, justement? Eh bien, ça va nous amener, premièrement, et à mon sens, c'est le premier exercice qu'il faut faire, tant du point de vue individuel que collectif, à identifier les limites et les désordres dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas un jugement que de le dire. Nous vivons dans un certain ordre, mais nous vivons dans un certain ordre dans lequel il y a aussi des limites et du désordre, au niveau individuel, au niveau collectif. Cette identification des limites et des désordres, qui est le passage obligatoire de toute la réflexion, va nous amener précisément, s'ils sont dépassés, à imaginer de nouvelles forces, imaginer un nouvel ordre, et que si véritablement on est capable de le faire, on va pouvoir, d'une certaine façon, réatterrir dans l'après-crise, porteur de changements, porteur de nouveaux ordres, porteur de nouvelles forces, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles organisations et peut-être de nouvelles sociétés. Mais là, ce n'est pas encore gagné. Mais ceci pour vous dire qu'une crise, c'est un processus fondamental de transformation des êtres et des organisations. Alors, si on regarde en particulier la crise du coronavirus, je passe assez rapidement là-dessus, c'est en tout cas ma lecture, il suffit simplement de voir où est-ce qu'on en est. On est aujourd'hui dans un monde qui a déclaré 3 choses: l'état d'urgence, le maintien des activités essentielles et le confinement. L'état d'urgence, c'est dire quelque part qu'il n'y a rien de plus urgent, que de maintenir la santé des personnes. Ensuite, évidemment, le registre des urgences risque d'évoluer. Deuxième chose, cette situation nous met devant, mais qu'est-ce qui est essentiel au fond? Et surtout, on va élaguer tout ce qui ne l'est pas. Économiquement, évidemment, ça a un impact, ça entraîne, j'allais dire, la fermeture de plein de choses, on le sait. Et puis surtout, c'est les moyens pour faire ça, c'est rester chez soi, c'est se confiner. Alors ça, c'est vu de l'extérieur. C'est une politique générale de gestion de la crise pandémique. Maintenant, je reprends mon schéma et je me dis que, première possibilité, on en reste là. Et puis, la seule envie qu'on aura d'ici quelques jours, quelques semaines, ça sera très vite de revenir aux activités essentielles et moins essentielles, de sortir de chez soi et puis de revenir dans un état qui soit moins un état d'urgence. Ce qui est tout à fait normal et il n'y a absolument pas à le contester. En revanche, on peut aussi, prendre la dérivée du sens et se poser la question de savoir, individuellement, vous tous, messieurs, dames, qui êtes en train d'écouter, moi-même, d'accord, que nous disent ces 3 mots d'ordre sur nous-mêmes? Que nous disent ces 3 mots d'ordre sur nous en tant qu'individus, sur nous en tant que leader, sur nous en tant que gestionnaire d'une organisation? Eh bien, je crois que les limites devant lesquelles précisément cette situation nous met sont au moins de 3 ordres. Il y en a peut-être plein d'autres, hein, bien entendu, mais c'est celle que je lis moi. La première chose, c'est cet état d'urgence nous met devant nos fausses urgences. Et je vais vous donner un exemple très concret et très clair. C'est, regardez, il y a encore 5-6 semaines, à quel point
nos vies, nos existences étaient truffées d'urgences de toutes parts et à quel point, du jour au lendemain, la plupart ont toutes disparu, toutes dégonflées. La question à se poser, c'est ne vivons-nous pas en général dans un régime d'urgence relativement fabriqué, d'accord, qui mène, comme je le mets ici, souvent à de l'épuisement, à de la dispersion, à de l'éparpillement et, dans des cas extrêmes, vous le savez bien, à l'épuisement, voire à l'épuisement professionnel. Deuxième chose, cette situation de crise nous met devant des manques. Maintien des activités essentielles, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'activités qui n'existent plus temporairement, bien sûr. Donc, elle nous met devant des manques, des choses dont on ne manquait pas avant. Manques que d'habitude, nous compensons par de la consommation. Question, que fait-on avec ces manques? Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, précisément, ce qui est essentiel pour nous, pour chacun d'entre nous. Troisième limite, elle nous met devant nos agitations. Pourquoi? Parce qu'en étant confinés, en étant relativement immobiles, tout d'un coup, on s'aperçoit en fait que nos vies sont la plupart du temps extrêmement mobiles, peut-être trop mobiles, très agitées, éparpillées, et que quelque part, ces confinements nous recentrent relativement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les principaux apprentissages, à mon sens, que nous pourrions faire, et c'est ce vers quoi je me dirige pour la suite de ce webinaire, c'est d'identifier, quelles sont nos vraies urgences, quels sont nos essentiels, et d'une certaine façon, qu'est-ce que ça signifie que de capitaliser sur l'immobilité, alors que dans les organisations, on essaye de promouvoir l'agilité, la rapidité, l'urgence, la gestion de l'urgence, parfois la gestion de crise, parce que ça fait bien aussi la gestion de crise. Okay? Question, qu'est-ce que ça veut dire que d'être immobile pour un leader? Où se trouvent les avantages de l'immobilité? Où se trouvent les avantages de cette prise de recul, de cette prise de distance, de cette capacité à ne pas bouger quand tout s'excite autour de soi? Je pense qu'il y a là véritablement un foyer d'apprentissage à avoir. Alors, ceci va nous mettre devant, à mon sens, des forces nouvelles. Sur les vraies urgences, si on est capable d'identifier individuellement et collectivement nos vraies urgences, eh bien, ça nous donne un sens, dans le sens de direction. Si on est capable d'identifier ce qui est essentiel, ça nous donne la notion du plein, parce que c'est l'essentiel qui nous remplit, et ça nous donne la notion de la mesure par rapport à l'hyperconsommation, qui la plupart du temps est une façon de compenser des manques. Et l'immobilité dont je parlais tout à l'heure, ça nous donne quelque part une plus grande présence à nous-mêmes. Et la présence à nous-mêmes, c'est un surplus de lucidité et d'inspiration sur ce qui est possible de faire. Alors, à ce moment-là, je crois qu'il sera possible de trouver à l'issue de la crise, que ce soit dans nos vies individuelles et peut-être dans les organisations, et je vais militer pour ça, des nouveaux rythmes, des nouvelles valeurs et une nouvelle conscience. Voilà un peu, pour résumer, j'allais dire, de façon assez générale, ce qu'on peut dire de la crise du coronavirus et de ce qu'elle pourrait potentiellement nous apprendre sur un plan individuel et sur un plan plus collectif. Alors, à partir de là, eh bien, on peut dessiner 4 scénarios. Et une fois encore, peut-être que le mot scénario n'est pas forcément le bon mot, parce que scénario, ça voudrait dire que c'est l'un par rapport à l'autre. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on va se retrouver à la sortie de cette crise avec 4 grandes trajectoires que vont prendre des populations différentes. Et en fait, comment je vais discriminer ces scénarios? Autour de 2 axes qui sont des grands classiques dans la gestion du changement. Ces 2 axes sont toujours les mêmes. D'un côté, il y a la volonté de changer et de l'autre côté, il y a la volonté de changement. Et ce sont 2 enjeux très différents les uns des autres. La volonté de changement, c'est toujours facile de l'avoir. On est tous ici prêts à signer en bas de la page pour la nécessité de changer. Et on aura chacun nos idées sur ce qui est possible, sur ce qu'il faut changer, sur ce que l'on pourra changer, sur ce qui est important de changer, etc. Ça, c'est sûr. Par contre, la volonté de changer nous-mêmes, ça, on l'a beaucoup moins. La volonté de changement, c'est sûr, mais la volonté de changer qui est préalable à ce changement possible, on ne l'a pas tous de façon consensuelle, spontanée, immédiate. Alors l'enjeu, il est là. Et l'enjeu, il est là, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est ce que j'ai essayé de développer ces dernières semaines dans la presse, dans les webinaires, etc., c'est que le confinement met en place des conditions relativement intéressantes pour justement favoriser cette capacité que nous avons à changer personnellement. Alors, à partir de là,
on va avoir 4 scénarios selon qu'on a la volonté de changer ou pas, ou selon qu'on a une volonté de changement ou pas. Premier scénario, ce que j'appelle la crise plafond. Alors, la crise plafond, c'est simple. Eh bien, c'est qu'on va se cogner à la crise du coronavirus. On ne va pas dépasser le plafond de verre qui s'appelle crise du coronavirus avec toutes ces manifestations extérieures. Et on sortira de cette crise sans véritablement vouloir de changement, plutôt en voulant au contraire revenir à ce qu'on était avant parce que ça suffit, on a envie de souffler, on a envie de rattraper le temps perdu. Et à un moment donné, on arrive sur un apprentissage qui est extrêmement minime, sinon de se dire que la prochaine fois qu'il y aura une pandémie, il faudra prévoir un peu plus de masques, un peu plus de blouses et un peu plus de produits de désinfectants. Ce qui est un apprentissage important, mais ce qui est loin, loin, loin d'être au rendez-vous de ce à quoi nous interroge cette crise. Deuxième scénario, ce que j'appelle la crise prétexte. La crise prétexte, c'est différent. La crise prétexte, c'est je vais utiliser la crise comme un prétexte à exiger du changement, mais moi, je ne change pas. Et regardez que ce scénario, je l'appelle en sous-titre l'hypocrisie. C'est-à-dire que, oui, à la sortie de la crise, nous serons certainement en position de réclamer des changements aux autres. Mais on ne sera pas nécessairement en position de changer là où ça nécessiterait de le faire. C'est pour ça qu'on appelle ça une crise prétexte. C'est-à-dire qu'une crise est un excellent moyen de revendiquer le changement. Quatrième scénario, la crise miroir. Alors, la crise miroir, c'est différent. C'est que quelque part, eh bien, on aura affaire à des personnes, et sans doute vous pouvez aussi en faire partie, je pourrais en faire partie, qui verront dans la crise une opportunité unique, et dans les conditions du confinement d'ailleurs, une opportunité un peu unique de se transformer du dedans. Mais vous avez ces individus qui ont cette capacité à changer, mais qui n'ont pas la capacité à faire profiter de ce changement aux autres, à leurs équipes, à leurs organisations, à la société. Alors la crise n'est qu'un miroir, d'accord, mais qui finalement ne conduit qu'à des changements individuels qui ne se transforment pas en dynamique collective. Et il y a ce que j'appelle la crise vérité, où là, véritablement, on va avoir des individus, et j'espère le plus possible, parce que vous comprenez bien que ce scénario, à mon sens, c'est là où on aura le moins de gens, où véritablement, on aura des personnes qui vont utiliser ce qui est en train de se passer, utiliser les interpellations fortes de cette crise à grande échelle pour se transformer et pour être porteurs par la suite de projets de changement et de transformation dans leur communauté, dans leur rayon d'action, dans leur équipe, dans leur organisation, dans la société, etc. Et vous le savez tous, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'êtres humains pour faire des changements de fond au niveau d'une société. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de force de pensée, c'est une question de lucidité et surtout c'est une question de foi dans la possibilité qu'offre cette crise en matière de changement. Alors à partir de là, je vais reprendre les uns après les autres. Voilà, là on a la première trajectoire, ce que j'appelle l'ignorance ou la folie, la crise plafond, où la crise d'une certaine façon cristallise un peu plus l'ordre des choses, confirme un peu plus l'ordre des choses et finalement se cogne à cette limite de non, on ne veut pas de changement. Il y aura des gens qui seront comme ça et je ne les critique pas pour des raisons qui leur sont légitimes, je peux le comprendre. La deuxième trajectoire, eh bien, c'est l'hypocrisie ou la revendication. Autrement dit, ça va être des personnes, et je peux en faire partie, je ne me mets pas du tout à l'écart de tout ça, bien entendu, okay, qui certes vont vouloir le changement, donc qui vont sentir le sens qui se trouve quelque part derrière cette crise, mais qui vont assez vite se cogner au fait de dire « Ah ouais, non mais moi je ne change pas, par contre, moi je ne change rien, je reste le même ou à peu près le même ». Et à ce moment-là, tout d'un coup, les limites et les désordres que l'on va ressentir dans cette crise, on va l'attribuer aux autres. Cette crise, c'est le désordre des autres. Et on va donc revendiquer le changement. C'est la crise prétexte, un peu hypocrite à vrai dire, et qui va plutôt engager une dynamique de revendication, de réclamation, mais certainement pas de responsabilité. Troisième trajectoire, là, beaucoup plus intéressante de mon point de vue. Ici, on va avoir effectivement des gens, et j'espère que vous en ferez partie ou que vous en faites déjà partie, qui vont quelque part
sentir qu'il y a un changement possible. Tout d'un coup, sentir que cette crise est une espèce de miroir à grande échelle d'un certain nombre de leurs limites, d'un certain nombre de leurs désordres, et qui vont, par une démarche généralement de transformation intérieure, ou une démarche véritablement d'intériorisation, eh bien, trouver leurs forces et leurs actes qui leur permettront d'incarner ce changement. À ce moment-là, on est bien le changement que l'on voudrait voir dans le monde, dont je parlais tout à l'heure, mais qui, et ça arrive souvent, ne vont pas oser le porter au-delà d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, ça va tourner en boucle. Et quand ça tourne en boucle, c'est bien dommage parce que quelque part, on renonce, c'est pour ça que j'ai appelé ça la renonciation, on renonce au potentiel que l'on détient de mettre en place du nouveau, là où on peut le mettre en place dans nos organisations, là où on peut le mettre en place dans les équipes que l'on gère, là où on peut le mettre en place dans la société si on intervient à un niveau sociétal. Et le dernier scénario, eh bien, j'appelle ça la sagesse. Autrement dit, c'est le même que celui d'avant. La seule différence, c'est qu'on aura non seulement des gens qui vont changer, mais qui en plus vont promouvoir le changement. Et à ce moment-là, je change le monde. C'est-à-dire, je suis le changement que je veux voir dans le monde. Je suis le changement que je veux voir véritablement dans le monde. Toute la question, messieurs, dames, et vous l'avez compris, c'est que le foyer de l'opportunité de ces crises, le foyer de l'opportunité de changement se situe là. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Et je crois que l'épisode de confinement que nous sommes en train de vivre constitue, d'une certaine façon, un écosystème du changement, ou ce que j'appelle aussi un écosystème de l'essentiel. C'est-à-dire que nous sommes confinés, c'est-à-dire que nous sommes un peu plus recentrés sur ce qui est important, nous sommes un peu plus recentrés sur ce qui est essentiel, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et de ce point de vue, et nous sommes un peu plus immobiles, donc c'est-à-dire dans une posture d'introspection, d'intériorisation un peu plus forte. Regardez, j'ai lu dans la presse récemment l'explosion du nombre de journaux, c'est-à-dire les gens écrivent des journaux personnels, qui sont des très bonnes façons de s'introspecter. L'explosion de la marche, les gens marchent, et on sait très bien que la marche aussi est un excellent support d'introspection. Bref, ce sont des exemples, mais qui vous montrent à quel point le foyer est véritablement présent. Alors, la question est, comment on avance là-dessus? Eh bien, je crois qu'on aura, à partir de ces 4 scénarios, 4 types de leadership. Il y en a qui sont un peu contradictoires. Le premier, vous l'avez compris, c'est le leadership inconscient, c'est-à-dire ni changement, ni changer. OK? Peut-être que certains d'entre vous sont en train de sourire lorsqu'ils entendent parler de ça, mais honnêtement, il y en aura. Et là encore, il ne s'agit pas de les mettre au pilori, il s'agit simplement de le constater et de bien être lucide sur le fait que, je lisais l'article d'une philosophe il n'y a pas très longtemps qui disait, à la sortie de la crise, il faudra se battre contre ceux qui essaieront de nous convaincre qu'il faut revenir au monde d'avant. Ah ben, ça s'appelle le leader inconscient. On aura le leadership inconsistant, là encore, qui n'est pas un jugement de valeur, mais qui est ce leadership qui va plutôt réclamer le changement plutôt que de l'incarner. On aura ce leadership expérimental ou dans lequel on expérimentera le changement pour soi, mais on ne le portera pas à l'extérieur. Et ce que j'appelle le leadership copernicien, qui est celui qui change du dedans pour promouvoir aussi ce qu'il a changé vers l'extérieur. Le leadership copernicien, parce que c'est en référence à Copernic, qui est précisément celui qui a renversé les rapports de force entre la gravité de la Terre et la gravité du Soleil, et qui a changé d'une certaine façon la perspective qu'avaient les hommes sur l'univers. Bah ici, quelque part, je crois que cette crise est une invitation à changer le centre de gravité et à retrouver un centre de gravité au sens strict du terme. La gravité en termes de poids, de quelque chose qui ne bouge pas, de quelque chose qui est ancré, d'accord? Changer ce centre de gravité pour le resituer un peu plus vers l'intérieur de nous-mêmes afin que nous soyons véritablement des acteurs responsables, lucides des changements que nous pourrons mettre en place possiblement à l'issue de cette crise. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer un petit outil que j'appelle l'arche, en référence à l'arche de Noé.
et au récit biblique de l'Arche de Noé. J'ai développé par ailleurs l'idée selon laquelle la période de confinement est l'occasion pour nous de bâtir dans nos maisons une arche. Une arche, c'est quoi si vous prenez le sens de ce mythe ou de ce récit biblique? Eh bien, c'est un environnement qui préserve l'essentiel lorsque le déluge s'abat. Si vous regardez ça de loin, c'est exactement ça. Nos maisons, quelque part, nous préservent de contracter la maladie et potentiellement d'en être malade, voire de mourir. D'accord? Lorsque le déluge s'abat, c'est-à-dire ici, c'est la pandémie. OK? Et dans le récit biblique, Dieu parle à Noé et lui donne les mesures de l'arche, c'est-à-dire la largeur, la longueur, la hauteur. Il lui donne les mesures. Donc, on a ces 3 axes. Et les 3 axes, c'est quoi dont je parlais? C'est le nouveau rythme, les nouvelles valeurs, la nouvelle conscience. Et je vais parler de ça maintenant, quel outil ou quelle grille de lecture on peut utiliser pour trouver ces 3 axes. Ma proposition est la suivante, c'est que je crois que nous sommes en train de vivre un épisode immense, à une échelle immense de recherche et développement. Nous sommes dans la phase de recherche, chacun chez nous. D'accord? Et que donc, dans cette recherche, on expérimente des choses. C'est expérimental. On expérimente une arche, on expérimente un nouveau rythme, on expérimente peut-être des nouvelles valeurs et on expérimente une nouvelle présence à nous-mêmes, ce que j'appelle la nouvelle conscience. OK? Quand on sortira de la crise, ne serait-il pas intéressant de passer l'étape de développement, c'est-à-dire de mise en œuvre, d'application, de diffusion? Pourquoi cette arche qui aura fait de bien à tant de monde pendant ce confinement et je pense, d'accord, ne serait-elle pas aussi un outil de leadership, un outil de management que l'on pourrait instaurer, pas forcément dans les organisations spatialement parlant, mais dans la vie des gestionnaires, dans la vie des leaders, dans la vie des professionnels? Pourquoi est-ce que cette crise ne serait pas quelque part le ferment, le terreau de cette capacité qu'on aura eu acquis pendant cette période de confinement à trouver un rythme plus juste, à trouver des valeurs plus en adéquation avec ce qui est important pour nous et à trouver une présence plus forte à nous-mêmes? Est-ce que dans 15, 20 ou 2 ou 3 mois, on va reprendre les choses comme avant? Et quelques-uns, je suis sûr, auront la nostalgie du confinement. Autre question intéressante à se poser pour les employeurs. Ils vont voir revenir des gens dans l'organisation. Ces gens-là auront vécu une période particulière où ils auraient été beaucoup plus proches de ce qui est essentiel pour eux, leur famille par exemple. Ils se seront adonnés à des activités de créativité, de création. Ils auront côtoyé un petit peu l'inspiration, leurs intuitions. Ils seront porteurs d'une régénération. Ils vont revenir dans les organisations. Qu'est-ce qu'on en fait? On les réenferme à nouveau dans un rythme qui prévalait avant? Ou est-ce que quelque part, on commence à réfléchir à cet écosystème de l'essentiel, à cette arche dans laquelle on pourrait peut-être, possiblement, préserver dans la vie qui va reprendre le minimum d'essentiel qui nous permet d'être en permanence des germes du changement? Alors, la grille dont je voulais vous parler, alors je l'ai déclinée en plusieurs autres outils, mais je n'aurai pas le temps de tous les présenter, ce n'est pas très très grave, consiste à dire la chose suivante. Ça, c'est ce qui prévaut en général. Et je vais reprendre des termes qu'on utilise souvent dans certains outils de management et de gestion des priorités, mais vous allez voir que je vais les retourner complètement. La plupart du temps, dans cette crise, en fait, cette crise est un renversement. Et elle renverse quoi? Le rapport qu'il y a entre nos urgences et nos importances. Ça, c'est la vie normale, ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie normale, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ce qui est important, d'accord, pour nous, c'est ce qui est urgent. L'urgence dicte l'importance. Si vous voulez en être convaincu, on avait sorti un livre avec une collègue il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelait Le culte de l'urgence. Si vous voulez en être convaincu, en fait, il vous suffit de comprendre un petit peu ce qui se passe à Wall Street ou sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers à Wall Street, d'accord, l'urgence est poussée à son paroxysme, c'est-à-dire dans la milliseconde, les affaires se font. Maintenant, quand Wall Street se dissémine au niveau de la vie économique, évidemment, ça refroidit un petit peu la milliseconde. Et dans les organisations, on n'est pas à la milliseconde, mais on est à l'heure près, à la journée près, aux 3 mois près, parce qu'il faut rendre des comptes trimestriellement quand on est en bourse, etc., etc. L'urgence dicte ce qui est important. Sauf que quand c'est l'urgence qui dicte ce qui est important, quand c'est le rythme de l'urgence, et notamment le rythme économique qui dicte ce qui est important, je peux vous dire qu'on s'éloigne assez radicalement de ce qui importe et de ce qui est important pour nous.
Alors, cette crise nous permet de faire ça. Le confinement nous permet de faire ça, de renverser la logique. Tout d'un coup, parce que le monde se ralentit, simplement se ralentit. Beaucoup de gens ont dit le monde est sur pause. Il n'est pas sur pause, il est plus lent. Mais il était tellement rapide que quand il ralentit un peu, on a l'impression qu'il est sur pause. Le monde est plus lent. Tout d'un coup, l'urgence est moins prégnante. C'est comme quand la mer se retire. Vous savez, tout d'un coup, elle se retire et puis tout d'un coup, elle laisse apparaître la plage. D'accord? Eh bien, quelque part, nous sommes devant cette possibilité d'inverser ce rapport et de dire qu'en fait, l'urgence doit être déterminée par ce qui nous importe. Par ce qui nous importe. Et je vais simplement, pour terminer, vous faire un peu sentir, parce que je n'ai pas plus de temps que ça, ce que donnent ces deux régimes, lorsque l'urgence détermine l'importance et lorsque l'importance détermine l'urgence. Eh bien, lorsqu'il est l'urgence qui détermine l'importance, d'accord, elle nous inscrit dans un régime de fausse urgence. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, avec la crise, tout d'un coup, il y a plein d'urgences qu'on avait qui ont complètement disparu. Question. Alors, ces urgences étaient-elles si urgentes que ça? Et que quand l'urgence détermine l'importance, elle nous inscrit dans un régime aussi de fausse importance. Des choses qu'on pense importantes pour nous, mais en fait qui ne le sont pas. D'ailleurs, quand tout d'un coup, on n'a plus d'urgence et qu'on n'a plus ces importances-là, on vit presque mieux. Ça veut dire qu'on vit aussi dans un régime de fausse urgence et de fausse importance. Si on pousse la logique jusqu'au bout, tout ça, ça mène vers quelque chose qui n'a plus de sens, qui n'a pas de sens. C'est insensé. Vous savez très bien comment ça marche. Nous vivons tous, j'allais dire, un peu dans cette zone, parce qu'on doit répondre à des obligations, parce qu'on doit répondre à des choses qu'on nous demande, parce qu'on doit répondre à des urgences, et on a la responsabilité de le faire, on est payé pour ça. Ça, ce n'est pas le mal nécessairement, mais jusqu'à un certain point, on est à peu près heureux avec ce système-là. Sauf que ça nous maintient quand même dans une absence à ce qui est important pour nous. Et lorsque le système est poussé un peu jusqu'au bout, eh bien, on n'est plus du tout heureux, on est malheureux. Et vous savez que plus on va vers les fausses urgences, plus on va faire les fausses importances, plus on va vers ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out et la perte de sens complet sur ce qu'on est en train de faire. Évidemment, puisqu'on a complètement perdu de vue, j'allais dire, le foyer de ce qui importe pour nos vies. Si je continue un peu plus maintenant à développer l'autre, eh bien, figurez-vous que quand c'est nos importances qui déterminent ce qui est urgent, d'accord, ça nous inscrit dans un tout autre régime. D'une part, dans le régime des vraies importances, c'est-à-dire dans des choses qui véritablement donnent du sens à ce que nous faisons, donnent du sens à nos vies, donnent du sens à nos existences. Et ça nous met dans un régime de vraie urgence. Une vraie urgence, le synonyme, c'est ça nous met dans un registre de priorité. Les priorités. Et bien entendu, j'allais dire, le sommet des priorités et des vraies importances, c'est ce que j'appelle l'essentiel. Alors, dans ce confinement, nous avons un petit peu, alors je vais terminer mon schéma, dans ce confinement, nous avons un petit peu fréquenté ce territoire-là. Je ne dis pas qu'on ne le fréquente pas habituellement, mais on le fréquente de façon beaucoup moins importante, on le fréquente de façon beaucoup moins fréquente, et on a une inertie, un centre de gravité, justement, qui est beaucoup plus là. Sauf que ça a des conséquences. Ce qu'on appelle la vie, d'accord, eh bien, c'est une espèce d'alternance entre cette zone-là, présence où on est heureux, et cette zone-là d'absence où on est heureux quand même, parce qu'effectivement, on doit, quelque part, aussi gérer des fausses urgences, on doit aussi gérer des fausses importances. Mais il y a aussi cette idée que si on va beaucoup trop bas, si tout d'un coup on dérive trop, si on se disperse trop, si on s'agite trop, on va perdre de vue véritablement ce qui nous ancre véritablement. Et à ce moment-là, on est non plus dans la vie, mais dans la survie. Et puis enfin, si on est capable de fréquenter très régulièrement l'essentiel, c'est-à-dire le sommet de nos priorités, de nos vraies importances, on est joyeux. J'appelle ça la survie, mais en deux mots, c'est-à-dire c'est un supplément de vie, un bonus de vie. Maintenant, regardez les attitudes qu'on peut avoir par rapport à ça. Quand on est dans cette zone-là, je gère les fausses urgences, je gère les fausses importances, mais ça me rend quand même, ça m'équilibre quand même. On dit souvent, on gère notre vie, on optimise notre vie. C'est quand même étonnant de dire ça.
Je gère et j'optimise ma vie. J'optimise mon temps, je gère mon temps, comme si notre vie était une entreprise avec des ressources limitées. À un moment donné, les ressources s'épuisent. Donc, à un moment donné, on va aller là-dedans. Ça veut dire que quelque part, alors oui, et en haut, eh bien, c'est pas qu'on gère notre vie, c'est quand on est dans cette zone-là, on façonne notre vie. Cette période de confinement nous a fait fréquenter un peu plus ça. Est-ce qu'on va le perdre? Ou est-ce qu'on va mettre en place un système qui, dans la vie qui arrive, permet de préserver comme une arche ce que l'on aura vécu dans ce confinement? Alors bien sûr, si on va jusqu'en bas, là, c'est plus qu'on gère notre vie, c'est qu'on la subit quand véritablement on est au creux de la vague. Et bien entendu, quand on est au sommet de notre vie, on est façonné par la vie, c'est-à-dire qu'elle nous donne notre forme, elle nous donne justement notre forme dans tous les sens. Et ça a un sens, c'est plein de sens, etc. Okay. Donc, ma proposition, et je vais m'arrêter là pour être précis, puisque j'arrive à la fin de ma présentation, j'ai d'autres outils que j'ai développés à partir de là. Ma proposition est la suivante, et l'initiative que j'ai prise ces dernières semaines est la suivante, c'est de dire, construisons une arche en 3 dimensions, d'accord, qui nous mette devant de nouvelles valeurs. Vous les voyez là, les nouvelles valeurs, c'est les nouvelles importances. Un nouveau rythme, les nouvelles priorités, et donc une nouvelle conscience. La conscience, c'est ce qui permet de gérer à la fois le rythme et les valeurs. D'accord? Parce que quelque part, je crois que ce qui permettra véritablement d'apporter des changements nécessaires à l'évolution de nos organisations et à l'évolution de nos sociétés qui sont quand même soumises à des enjeux majeurs, vitaux. Je pense au réchauffement climatique, je pense à la dégradation de la vie sur Terre, je pense à un certain nombre de dossiers majeurs de ce type-là, d'accord, ne passera que par un renversement entre ce qui est important, et ne me dites pas que pour la vie sur Terre, ce qui est important, c'est l'urgence de Wall Street, et l'urgence. Nous sommes dans une fenêtre. Ça va se terminer bientôt, dans quelques semaines, où tout d'un coup, l'importance a repris, excusez-moi du jeu de mots, un peu plus d'importance. Et tout d'un coup, elle est capable de nous donner la clé de gestion de nos urgences. OK? On va rentrer peu à peu à nouveau dans une vie qui va s'accélérer, où l'urgence va reprendre le pas. Ce qu'on aura fait pendant ces 6, 7, 8 semaines, est-ce qu'on laisse tomber avec nostalgie en disant que c'était sympa? Ou est-ce que quelque part, les leaders, les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise, les responsables, quels qu'ils soient, à un moment donné, prennent la main et se disent, est-il possible, au cœur du déluge de la vie quotidienne, de maintenir l'essentiel, de maintenir cet écosystème-là? Alors, depuis quelques semaines, eh bien, j'ai lancé des groupes que j'ai baptisés les groupes Copernic, justement, qui sont des groupes de dirigeants, des groupes de gestionnaires, des groupes de professionnels, d'individus, qui rentrent dans cette démarche avec l'idée de « OK, profitons de ce qui est en train de se passer pour réfléchir à un certain nombre de choses, mais là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin maintenant, et mettre en place effectivement ces outils-là qui nous permettront par la suite de préserver cet écosystème du changement et cet écosystème de l'essentiel. » Voilà ce que je voulais vous dire. Je m'excuse, je suis allé un peu vite, 30 minutes c'est court, mais je pense avoir dit précisément l'essentiel. Et je crois qu'il y a une période de questions pour laquelle peut-être j'aurai l'occasion de développer un peu plus avant certaines choses que je n'ai pas eu le temps de développer. Alors, je vous remercie de votre attention et je laisse la main à Roxane. Excellent. Merci beaucoup, Christophe, pour cette conférence super intéressante. En fait, je lance encore une fois l'appel à tous. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées pendant le webinaire et que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les écrire via le Q&A au bas de l'écran. Donc, faites juste taper votre question. On peut peut-être même commencer là, tout de suite par en prendre une. Là, je sais qu'il y en avait déjà qui étaient rentrées. Donc, la première, bonjour professeur, merci pour votre intervention. Je crois que j'arrive à donner un sens, comme vous dites, à cette crise d'un point de vue personnel. Mais comment est-ce que je peux supporter mes employés dans la recherche de sens pour eux? Merci. Ah ben alors ça, on est typiquement devant la question, devant le dilemme qui est entre ce que j'appelle la crise miroir et la crise vérité. C'est si la personne qui parle a effectivement trouvé le sens que cette crise porte pour elle, mais encore faut-il que ce sens produise du changement en elle. C'est bien de trouver du sens,
Mais il faut que ce sens, tout d'un coup, éclaire différemment nos existences et nous mette en marche pour poser un certain nombre d'actes concrets qui vont incarner ce changement déjà pour nous. Et on est devant le dilemme, c'est-à-dire incarner ce changement pour nous-mêmes. Ok, bien, tant mieux. Mais est-ce qu'il n'est pas quelque part, est-ce que cette personne, est-ce qu'on n'est pas détenteur de solutions qui pourraient servir aux autres? Alors, si cette personne a véritablement, je m'excuse, je parle d'elle à la troisième personne, mais je ne sais pas qui c'est. Mais si cette personne a véritablement trouvé le sens, qui en plus, elle l'a traduit dans un changement fondamental pour elle, d'accord? Sa responsabilité, c'est justement d'aider ses employés à le faire. Et c'est leur, effectivement, c'est un petit peu ma proposition, de les aider ou de réfléchir, si elle dirige une équipe ou en plus si elle dirige une organisation, de construire cette arche. Elle leur doit, quelque part, de leur mettre à disposition ce qui lui a permis d'arriver à cet endroit-là. Je crois que c'est la responsabilité d'un leader que s'il est porteur d'une solution particulière, innovante, jamais vue, jamais entendue pour lui-même, sa responsabilité, c'est de la décliner pour les autres, c'est de la décliner pour ceux justement qu'il gère. Donc, de ce que j'en conviens de votre réponse, c'est que c'est beau d'avoir un sens personnellement. Tout part de là si on veut, mais c'est aussi d'avoir un sens qui nous amène à avoir du changement. Puis c'est ce changement-là qui doit être transposé finalement dans ces organisations. Absolument, absolument. Et c'est un savoir-faire que de tirer le sens d'un événement pour soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça immédiat. Sinon, on ne se cognerait pas à la crise. J'en parle de façon d'autant plus aisément que moi, avec un groupe d'amis, ça fait plusieurs années qu'on a un groupe qu'on appelle un groupe dialogue qui consiste à faire ça. C'est-à-dire trouver le sens pour nous d'événements qui se produisent dans nos existences, même d'événements d'actualité, pour l'incarner. C'est-à-dire quelque part, c'est comme si on se servait des événements du monde comme un miroir, c'est la fameuse crise miroir, mais pour quelque part utiliser ces événements, en profiter, capitaliser dessus et mettre en place des choses. Et non pas les subir. Sinon, le confinement, c'est une horreur. Et cette crise, c'est une horreur. Mais moi, je ne me résolus pas à me dire que c'est une horreur. Oui, c'est une horreur, d'un certain point de vue, d'accord. Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et si on revient à la base de tout sens, de tout changement, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des outils pour commencer cette démarche-là, cette réflexion-là personnelle? Oui, à partir de la grille dont j'ai parlé, et c'est une démarche que j'ai entamée avec un groupe de 22 personnes, les 22 personnes d'une même équipe quand même, ils s'y mettent. Je trouve ça absolument incroyable. Et les premières choses auxquelles ils s'attaquent, qui est quand même pas simple à faire, c'est quelles étaient les urgences que j'avais juste avant la crise et qui ont disparu depuis. Eh ben, c'est un sacré exercice de faire ça. Parce que tout d'un coup, c'est comme si vous étiez inondé et que l'eau se retirait, vous voyez? Alors, ils font la liste des urgences qu'ils avaient avant la crise et qui ont disparu pendant la crise. Ah ouais? Et alors, votre vie, elle vaut pas mieux? Elle vaut rien si vous n'avez plus d'urgence? Ben si, elle vaut bien. Tout d'un coup, ils sont devant leur importance. Les urgences noient l'importance. Retirez les urgences, vous retrouvez l'importance. C'est ce qui se passe avec cette crise. J'ai une autre question ici de Gabriel. Pourriez-vous nous donner des exemples d'actions concrètes qui iraient dans le sens du dernier scénario de crise-vérité, qui pourraient ou devraient être pris par les organisations et la population? Alors, c'est le meilleur exemple que je peux donner, c'est constituer un groupe de personnes qui ont véritablement envie de changer et qui ont envie de promouvoir le changement au sein de votre organisation et rentrer dans ces premières questions, je les répète, identifiez vos urgences d'avant, voyez comment, d'une certaine façon, en disparaissant, elles vous mettent devant ce qui est important pour vous et pour votre organisation. Première chose. Et deuxième chose, à partir de cette reconnexion avec ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur pour moi et pour mon organisation, d'accord? Comment je vais rebrasser mes priorités? Mes priorités. Les priorités, ce n'est pas des fausses urgences, c'est des vraies urgences, les priorités. Et donc, je crois que passer à l'acte, c'est ça. Ce que je vous dis, ça a l'air tout simple, ça ne l'est pas du tout dans le processus, mais on se regroupe, parce que le faire tout seul, c'est un peu dommage, mais c'est l'initiative que j'ai prise avec certaines organisations. On se regroupe, 4, 5, 6, et on se met devant, c'était quoi nos fausses urgences, c'est quoi nos vraies importances, quelles sont nos vraies priorités, et comment on avance avec ça. Et on construit une arche, c'est-à-dire qu'on construit une infrastructure
qui peut s'incarner par des moments, par des jours, par des temps, d'accord, où on va revenir à ces questions régulièrement. Parce que l'activité va nous déborder à nouveau. Le déluge de l'activité, c'est pas du tout mauvais ce que je dis, mais le déluge de l'activité quotidienne, tout ce qui nous tombe dessus, va à nouveau venir, j'allais dire, laver tout ça. Alors il faut cette arche, cette structure, cette organisation, ce groupe, cette volonté. Ça peut prendre des formes très différentes. Mais je crois qu'il faut l'instituer comme un outil de management, 3 dimensions, nouveau rythme, nouvelle valeur, nouvelle conscience. Excellent. On peut peut-être prendre une dernière question avant de faire la conclusion. Dernière question, encore une fois. Comment je peux coacher les gens de mon entourage pour les aider à passer du modèle de la crise miroir vers le modèle de la sagesse? Alors, je pense qu'il faut d'abord, il faut pas être, je crois qu'il faut être réaliste. Je pense que le problème du coaching, il n'est pas tant dans crise miroir, crise vérité, il est plutôt dans crise prétexte et crise miroir d'abord. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Je ne suis pas certain que tout le monde ait ce réflexe de voir cette crise comme un miroir sur ses propres limites, sur ses propres désordres, sur ses propres… quand je dis désordre, c'est pas que nos vies sont en désordre, mais qu'il y a toujours des choses qu'on peut mettre mieux en ordre. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi certain que tout le monde soit là. Donc, je crois que le vrai coaching, il est à faire d'abord avant de réclamer le changement, d'accord? Pose-toi la question de savoir ce que toi, tu dois changer. Mais il y a un élément intéressant. Quand on réclame du changement, c'est que quelque part, on réclame quelque chose qu'on aimerait faire. C'est pas pour rien qu'on réclame certains changements. Et donc, je crois que la première ficelle à tirer en matière de coaching, d'accompagnement des personnes ou des groupes qui seraient dans cette dynamique de « Waouh, il faut que ça change maintenant. Hein, cette crise-là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. » Ouais, très bien. OK. Maintenant, liste-moi les choses qui ne vont pas, liste-moi les changements que tu voudrais voir venir, très concrètement. Et en fait, ces changements sont autant d'indications sur ce que cette personne aimerait pouvoir changer. C'est là où il faut l'aider. Après, quand les personnes ont changé, c'est un peu plus simple à les faire basculer vers l'extérieur. Mais je pense que la difficulté, elle est plus entre la crise prétexte et la crise miroir. Excellent. Merci beaucoup, Christophe, pour cette conférence et merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'était très intéressant. Merci également aux participants, encore une fois, d'avoir pris du temps pour vous. J'espère que vous avez pu, que vous allez en fait mettre en application certains des outils proposés par Christophe et que vous allez réfléchir individuellement aux changements que vous aimeriez apporter et que ça va se répertorier sur vos équipes, en fait. Alors, excuse-moi, simplement, j'ai des outils que j'ai déclinés, que je n'ai pas présentés, qui seront dans la présentation et je vous enverrai la présentation pour que vous puissiez la diffuser à vos participants. Oui, excellent. Dans le fond, il va y avoir un courriel là, qui va être envoyé à tous les participants, donc avec le webinaire là, qui a été enregistré, donc vous allez pouvoir le revoir. Également, la présentation de Christophe et aussi là, le 20% de rabais là, pour l'adhésion à l'association des MBA pour ceux qui ne sont pas membres encore. Donc, le tout va vous être envoyé par courriel. Donc, encore une fois, merci beaucoup à notre conférencier. Merci à tous les participants là, pour ce tout premier webinaire de l'Association des MBA du Québec. Donc, restez à la maison chez vous, soyez prudents, puis sinon, au plaisir de vous revoir dans un autre événement de l'association. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut.